Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'Hockey. Je suis très contente de recevoir notre invité cette semaine. Disons que j'avais hâte de pouvoir m'entretenir avec lui, de faire mes retrouvailles avec cet homme d'hockey, cet homme très en contrôle. C'est pas parce qu'il voulait pas venir nous voir avant, c'est qu'il y a eu un agenda très chargé cet été avec les séries de la Ligue nationale, puis aussi le repêchage, étant l'entraîneur-chef du club école des Jets de Winnipeg, les Moose du Manitoba. Pascal Vincent pour ce rendez-vous Femmes d'Hockey présenté par M2 Assurance. Nous voilà avec Pascal Vincent, un leader positif, le coach comme on dit. Pascal, bienvenue à Femmes d'Hockey. Merci de m'avoir invité. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. C'est des belles retrouvailles après plusieurs années. Là. Ça fait quand même déjà 10 ans là, que tu es dans la province du Manitoba, hein, à Winnipeg. Mais puis malgré ça, là, on a beau s'être connus un peu plus jeune. Là. Ton frère a joué au hockey avec mon frère, là, mais ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas croisés. Oui, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que je suis parti du Québec. En fait, j'ai été 12 ans 9 ans au Cap-Breton. Je suis revenu à Montréal pendant 3 ans, puis je suis 10 ans, ça fait déjà 10 ans là, que je suis au Manitoba. Donc, c'est le fun de parler québécois. De revoir des gens que j'ai côtoyés lors de mon enfance. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis super content. Bien, on est content. On va parler justement de ta carrière d'entraîneur parce que oui, tu as joué au hockey. Puis, tu sais, d'ailleurs, on va en parler un peu de ce petit moment-là là, que je me suis rappelé quand on s'est parlé. Mais avant, j'aimerais ça, tu es vraiment plus connu pour ta carrière d'entraîneur. Tu as commencé, dans les dernières années, ça fait 4 ans que tu es entraîneur-chef pour les Moose du Manitoba dans la Ligue américaine, le club école des Jets de Winnipeg. Tu as été assistant coach dans la Ligue nationale pendant quand même 5 ans dans la Ligue nationale. Avant ça, comme tu dis, tu as été 12 ans entraîneur-chef dans le junior majeur. Tu as passé plusieurs années à les Screaming Eagles de Cap-Breton, maintenant qu'on appelle les Eagles. D'ailleurs, tu as eu plusieurs beaux prix à ce moment-là. Tu as eu le trophée Ron Lapointe, le trophée Maurice Filion. C'est juste avant ton retour à Montréal, des grands honneurs. Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça te poser une question rapidement. Les jeunes, là, les parents sont inquiets pour les jeunes. Tu es un coach, t'en vois. Est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter avec la pause obligatoire pour les jeunes au Québec? Tu penses-tu que ça a un impact sur leur développement ou ils vont être corrects quand même là, si on continue à bien les encadrer? Bien, on est tous sur un pied d'égalité en ce moment. Et je veux dire, c'est sûr que c'est dommage. Ce qui se passe là, c'est au-delà du sport, c'est au-delà du hockey. Par contre, si c'était juste l'ensemble ou une partie de la population de joueurs de hockey ou de joueuses de hockey qui ne pouvaient pas participer à leur sport et se développer, je te dirais que oui, ça pourrait avoir des conséquences pour ces gens-là. Gardez vos enfants dans le milieu sportif, puis ça serait un bon moment, en fait. En fait, ça serait une belle opportunité pour développer d'autres habiletés qui pourraient aider dans le hockey. Donc de faire d'autres sports, de jouer dehors, de jouer au ballon dans la cour, de développer son jeu de pied, de prendre une rondelle ou une balle, puis de dribbler la rondelle ou la balle, lancer dans un filet ou lancer sur un mur. Tu as besoin d'un bâton ou d'une balle. Tu peux quand même développer certaines habitudes. Ouais. Mais effectivement, si les jeunes peuvent au moins continuer à jouer dehors, ça va être déjà ça. Puis effectivement, tu sais, au niveau des jeunes juniors majeurs, c'est peut-être là qu'il va y avoir un plus gros impact pour eux, pour l'étape supérieure. Mais tu sais, on était en entrevue avec Stéphane Quintal, puis tu sais, c'est quand même 0,001% des jeunes qui passent au niveau de la Ligue nationale éventuellement. Fait que c'est quand même minime. Si je comprends le rêve, là, je l'ai vécu, puis même j'en fais encore des rêves, je te dirais, à l'occasion que je retourne lorsque j'avais 18-19 ans, puis je rêve d'être repêché dans la Ligue nationale. C'est jamais arrivé. Donc, c'est très présent pour le jeune garçon ou la jeune fille de faire une carrière au niveau professionnel. Par contre, si c'est ça l'objectif numéro 1 pour les parents, de supporter un jeune de jouer au hockey, il va falloir qu'on se parle parce qu'on a des choses à se dire. Ce qui m'inquiète le plus, je te dirais en ce moment, c'est le fait d'être éloigné de l'aréna, le fait d'être éloigné de ses coéquipiers ou du groupe d'âge avec qui tu joues habituellement et puis de créer un sentiment où tu t'habitues à être éloigné du sport et puis éventuellement peut-être que tu vas décrocher un peu plus vite.
au lieu de continuer. Parce que le sport, au bout de la ligne, on va parler de différents sujets, je suis certain, mais le sport, au bout de la ligne, c'est de créer des habitudes de vie qui sont saines, de créer un environnement où tu peux compétitionner, où c'est honnête, c'est juste, et puis tu as une chance de te démarquer à ta façon, ou d'être un bon coéquipier, ou d'apprendre à vivre en société. Donc, mais c'est une école de vie, tu sais. Puis moi, j'ai la prémisse de Femmes d'hockey, c'est le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, c'est dans nos vies. C'est, tu sais, parce que oui, on parle aux femmes, on parle aux joueuses, on parle aux sœurs, on parle aux tantes, mais il y a aussi, tu sais, comme tout le joueur et la joueuse qui est sur la glace, bien, t'apprends à vivre, t'apprends à développer. C'est comme un peu leur travail. Tu sais, moi, je le vois avec mes neveux. Tu sais, ça a un impact social. Tu sais, c'est l'être humain derrière. Là, tu sais, le sport, que ce soit le hockey ou un autre, c'est l'environnement. Absolument. C'est pas une fin en soi. Mais on va parler hockey. On parle hockey. Là, on parle depuis tantôt de hockey, mais on va rentrer. Toi, tu viens d'une famille qui aime le hockey. Bon, je disais au début, bon, justement, je connais bien ton frère. T'as tes parents, tu joues au hockey. Quand est-ce que tu as pris la décision de devenir entraîneur? Est-ce que c'est la position qui t'a choisi ou toi qui as choisi de devenir entraîneur? Mais en fait, j'ai jamais choisi d'être entraîneur. Ce que j'avais choisi de faire, c'est un de mes plus grands mentors, c'est un de mes amis qui s'appelle Jacques Touet, qui est aujourd'hui chirurgien. Il a passé son cheminement, il est devenu physiothérapeute et puis il était le thérapeute du Titan de Laval lorsque je jouais pour le Titan. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais du hockey, mais je connaissais également de l'école où on allait. Il était 4 ans plus vieux que moi, mais on s'était croisés à l'école au Mont-Saint-Louis de Montréal. Et puis, je le connaissais parce que c'était quelqu'un qui m'inspirait, qui était toujours positif. Puis, c'est quelqu'un que je voulais apprendre à connaître. Mais un gars de secondaire 1, ça ne tient pas nécessairement qu'un gars de secondaire 4. Non. Donc, la vie a fait en sorte qu'on s'est retrouvés au Titan de Laval, moi comme joueur, lui comme physio de l'équipe. Et puis, je m'en vais à quelque part. Là. Oui, je t'écoute. Non, Donc, moi, je voulais faire ma physiothérapie comme Jacques l'avait fait et puis continuer mes études pour m'en aller en médecine. Donc, c'était ça mon plan d'après-carrière. Et puis, lorsque je suis revenu des États-Unis, après avoir joué une année dans la Ligue de la Côte-Est, oui. Je me suis dit, OK, c'est le signal. Je ne jouerai pas dans la Ligue nationale, je ne gagnerai pas de Coupe Stanley en tant que joueur de hockey. Donc, je vais retourner aux études et puis je vais faire autre chose. Puis finalement, j'ai reçu un appel d'une personne qui s'appelle Claude Terrien qui m'avait coaché dans le junior. Et puis de Léo Guy Morissette, qui était propriétaire des Lynx de Saint-Jean. Puis ils m'ont dit, écoute, Claude ne peut pas être à Saint-Jean à temps plein. On cherche un adjoint. Il a mentionné ton nom. Claude, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, je suis intéressé, je te connais. Il m'avait coaché à Saint-Jean, il m'avait coaché à Laval. Et puis finalement, il m'avait coaché à Verdun. Donc, on se connaissait bien. Donc, à l'âge de 21 ans, en fait, jeune, j'étais adjoint dans le junior majeur. Puis je me suis dit, je vais le faire pour un an. Ça va être mon lien entre ma carrière de hockey, puis les études, puis mon deuxième chapitre dans ma vie. Finalement, depuis ce temps-là, écoute, c'est juste que... ça n'a pas arrêté. J'ai reçu des offres à chaque fois. Puis à chaque année, je me dis, l'année prochaine, je vais retourner à l'école. Encore? Ça va finir pareil. Écoute, j'étudie encore. J'ai pris des cours l'an passé, l'été passé. Je prends des cours à chaque été. C'est mon temps pour m'améliorer. Donc, mais tu sais, tu as été assistant coach dans le junior majeur avant d'aller comme head coach dans le midget 3A pour les régions de la Val-Laurentide, la Nadière. Ça fait longtemps, là, Isabelle. Georges Larac était un de nos joueurs. José Théodore était notre gardien de but. On l'avait échangé à Hull à l'époque, maintenant Gatineau. Donc, ça fait... Mais tu as eu plusieurs gros noms, tu sais, quand même, là, parce que, bon, quand tu étais avec les Screaming Eagles, tu as eu Marc-André Fleury, un choix de première ronde, un grand gardien qui est encore là aujourd'hui. Comment qu'on se sent comme, tu sais, tu es quand même un jeune coach encore, là, tu as plusieurs années d'expérience, mais quand tu commences, tu te dis, bon, à 21 ans, tu deviens coach adjoint, tu as 21 ans, les gars, ils ont jusqu'à 20 ans dans le géant majeur. C'était quoi la relation avec les boys? J'avais une bonne relation avec les joueurs. C'était pas. Je pense que l'important dans
plusieurs facteurs de la vie, c'est de savoir où on se situe dans l'échelle et puis de comprendre son rôle. Au moment où j'ai été engagé avec les Lynx de Saint-Jean, c'était en fait la dernière année des Lynx. Et puis la raison que je n'ai pas continué avec l'équipe, c'est que l'équipe a déménagé à Rimouski et est devenue l'Océanique de Rimouski. Donc moi, je suis revenu. Là, je retourne aux études encore. J'ai reçu un appel du Midget 3, les Régents à l'époque. Et puis, j'ai commencé avec cette équipe-là. Mais je pense que je comprenais mon rôle. Les joueurs me voyaient comme un adjoint, mais aussi un ancien joueur. J'avais juste 1 an d'expérience, mais tout est dans l'approche. Puis je pense que les joueurs de hockey, ce qu'ils veulent entendre, c'est la vérité, OK. Lorsque tu commences à jouer des games, que tu aies 21 ans ou que tu en aies 51, si tu commences à jouer des games, ils vont le voir très rapidement. Puis ils voulaient apprendre, les joueurs veulent apprendre. Donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos, à étudier. Ce que je faisais déjà beaucoup lorsque je jouais. OK. Je vais même une anecdote, c'est que lorsque j'ai été échangé de Laval à Verdun, j'avais 20 ans. Et puis Claude, Bob Hartley puis Michel Terrien étaient les entraîneurs du Titan de Laval. Et puis, avant d'être échangé, Bob me fait venir dans son bureau avec Michel. Puis, ils m'ont dit, écoute, on peut t'échanger à Verdun, c'est une bonne équipe. Finalement, on a gagné le championnat de saison cette année-là. Donc, je me faisais échanger à une bonne équipe, mais j'avais 20 ans. Puis, Bob m'avait offert, et Michel m'ont offert, écoute, tu peux y aller. Il avait été super honnête. Puis, je l'apprécie encore. Il m'a dit, tu peux y aller, tu peux jouer, tu as une bonne équipe, toute l'équipe, mais ta carrière, pas sûr que tu vas en faire une carrière dans le OK. hockey. Donc, on t'offre de rester ici comme adjoint. Fait Au que lieu déjà, il y avait vu en toi, là. Ouais, ben écoute, au lieu d'être échangé, fait que là, j'ai dit, ben je veux encore jouer, je veux encore, tu sais, on a une chance de gagner, l'équipe de Verdun a une chance de gagner la Coupe du Président, et puis je veux y aller, je veux continuer mon rêve. Donc, finalement, j'étais allé, et puis, ben c'est comme ça. Je pense que c'était mon futur était écrit là. Comment tu voudrais qu'on parle à nos jeunes aujourd'hui, là, parce que ce qu'ils font, le midget 3, le junior majeur, leur comportement face à la pandémie, justement, par rapport à comment réagir, l'influence que ça a sur les jeunes, quel serait le message que tu voudrais leur dire? Bien, c'est l'influence des gens qui ont acquis un certain statut est super important pour les futures générations. Moi, je me rappelle d'un moment où j'étais pee-wee et puis on avait un souper d'équipe à Noël et puis Mike Bossy était venu nous donner des médailles. Puis il était venu souper avec nous, puis il jouait pour les Islanders de New York. Je ne me rappelle pas d'un paquet de choses de mon hockey mineur, mais ça, c'est comme si je l'avais vécu hier. Puis ça m'avait fait rêver. Ça m'avait donné l'opportunité de donner la main à un joueur de hockey de la Ligue nationale. Et puis je me dis, un jour, je vais être ce gars-là. Et puis, je pense que ça l'aide ça l'aide à la progression. Il n'y a aucun doute, mais je pense que ça l'aide à aider les jeunes lorsque c'est un peu plus difficile, parce que tu te dis, je ne veux pas abandonner ce rêve-là. Donc, ça garde les jeunes dans le milieu sportif. Les messages que tu peux porter, que tu peux transmettre à des jeunes, parce que tu as gagné un certain statut dans un certain milieu, peut avoir un facteur important dans les décisions futures de cette personne-là. Donc, je lisais justement dernièrement un article sur l'influence d'équipes américaines olympiennes, des femmes qui ont gagné en 1998, je crois, aux Olympiques. Puis l'influence que ça a eu sur les jeunes, puis le taux d'inscription des jeunes filles partout aux États-Unis, surtout dans des milieux où il y a moins d'impact, donc moins d'équipes de la Ligue nationale, il y a moins d'impact sur la société. Cette influence-là a été extraordinaire. Il y a au-dessus de 50 000 nouvelles inscriptions depuis ce temps-là. En fait, c'est plus que ça, là. Mais ça a un impact majeur. Donc, à chaque fois qu'on a une opportunité, nous, comme gens de hockey, qui sommes un peu reconnus, d'aller porter des messages ou de transmettre des messages,
Je pense que c'est Ça important. l'influence positivement. On le Absolument. voit dans tous les sports. Présentement, le tennis, on a plusieurs joueurs canadiens, joueuses de bon calibre, ben, il y a plus d'inscriptions. Il y a un effet corrélatif, il y a une corrélation, je veux dire. Et puis, c'est la même chose pour les Olympiques. Dis-moi, as-tu ce rêve-là? Parce que tu as été assistant coach justement pour le hockey, le U18 pendant 2 ans. Est-ce que tu aimerais, tu as ce rêve-là, tu chéris ça, le rêve olympique d'aller coacher pour les Olympiques pour Team Canada? Absolument, 100%. J'ai fait OK. partie des moins de 18 ans. J'ai fait partie, en fait, des moins de 18 ans 2 fois. Ouais. J'étais également sur le coaching staff de l'équipe Canada Junior lorsque j'ai eu l'appel des Jets de Winnipeg. Donc, il a fallu que je laisse cette opportunité-là passer pour me joindre aux Jets. Par contre, j'ai quelques objectifs dans la vie. Un de ceux-là, ou deux de ceux-là, c'est un, gagner la Coupe Stanley, puis deux, de gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques avec Team Canada. Donc, de faire partie de l'élite, puis de participer à des championnats mondiaux, de jouer contre Ovechkin lorsqu'il avait 17 ans, puis de coacher Sidney Crosby lorsqu'il avait 16 ans, puis de coacher ces meilleurs-là au monde, peu importe l'âge, sur un plateau mondial, c'est un feeling extraordinaire. Donc oui, j'aimerais ça y retourner. Ben, on te le souhaite, puis on va être au rendez-vous, c'est sûr, si ça allait arriver. Et puis tu me dis justement, bon, tu as coaché des grands noms, des grands joueurs. C'est quoi la plus belle qualité pour un entraîneur selon toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est, je te dis, bon, écoute, je pourrais Il y te en a répondre. plusieurs, j'imagine, là, mais Non, non, mais je pense que j'ai à peu près 5 angles de réponse que je pourrais utiliser. Mais la chose la plus importante, ce serait de traiter des joueurs de hockey comme des êtres humains. oui, le respect. D'être honnête. Moi, j'ai refusé depuis le début, puis j'ai eu des bons mentors, là, j'ai eu des personnes qui m'ont guidé dans tout ça. Mais depuis le début, depuis le jour 1, je me suis dit, si je peux faire ce métier-là, je vais dire la vérité. Et puis, c'est de la seule façon qu'on va pouvoir tout le monde s'améliorer. Tu veux que ton équipe joue en équipe et tu veux qu'il se donne pour le logo devant le chandail, ça, il n'y a aucun doute. Mais je répète souvent aussi aux joueurs qu'ils doivent jouer pour le nom dans le dos. Ces gens-là, que tu t'appelles Vincent, que tu t'appelles Étier, que tu t'appelles Price, tu représentes ta famille, tu représentes tes cousins, tu représentes ta femme, ton conjoint, tu représentes tes parents. C'est aussi important de jouer pour le nom dans le dos, mais de le faire de la bonne façon, en gardant les concepts d'équipe intacts. Ben, tu me fais une passe à palette parce qu'on va rentrer justement dans la famille. Toujours Place, ouvert à la palette, Isabelle. ben ouais, écoute, c'est avec un bon joueur comme toi et un bon entraîneur, ça va être pas C'est ça. pire. Place aux femmes, tu sais, on parle de valeurs. Tu viens d'une famille justement avec des belles grandes valeurs que je connais bien. On salue d'ailleurs tes parents. Tu viens d'une famille de 4 garçons. Il y a ta mère qui est très présente. Puis je prends un moment pour souligner ta maman parce que c'était ma maman d'Arena à moi. J'ai besoin là, de lui rendre hommage. Il y avait plusieurs mamans. Là. Je raconte souvent le fait que j'étais très jeune quand j'étais dans les arénas. Mon père coachait avec mon frère. Mon frère était sur la glace avec ton frère d'ailleurs. Et ta maman a été très présente. C'était elle. Fait que je la salue grandement. Puis je suis sûre que toi aussi, elle a eu un gros impact dans ta carrière. Incroyable, incroyable. La part de mes parents, de ma mère, qui avait une perception différente de mes qualités, euh, qui avait une grande confiance en nous quand on jouait sur la glace. Mais c'était pas si on. La chose première que je vais toujours me rappeler, puis en fait, j'applique ça dans la vie de tous les jours maintenant, c'est si on devait ne pas travailler ou être un peu paresseux, ça passait pas. Non. Ça passait pas, pas en tout. Puis aujourd'hui, mais je suis conscient de l'apport temporel qu'ils ont dû investir puis l'investissement monétaire, parce que quand même, c'était pas des gens qui étaient nécessairement riches. Donc, ça a été, pour moi, c'est une école de vie extraordinaire, puis de regarder mes parents, tout ce qu'ils ont fait, non seulement pour nous, parce qu'Isabelle, tu me dis ça, c'était tes parents d'Arena, mais tu sais pas combien de fois j'ai entendu ça de plusieurs gens. Mon père avait une grosse,
comment ils appelaient ça? Euh, Station euh, Wagon? Station Wagon, là, tu sais, là, Ouais, avec tu sais, l'arbre dessus, là, tu sais. ouais, c'est ça. C'est exactement le bois. Et puis, ouais, c'est ça, l'arbre. Et puis, on faisait des livres à tout le monde. Et puis, il était tout le temps prêt. Il était toujours là. Mais on va parler aussi, parlons hockey féminin. Est-ce que tu as, tu sais, tu me disais, bon, tu avais fait le camp d'entraînement pour Tampa Bay, tu as croisé Manon Réaume, là, elle est revenue là, à RDS dernièrement. Bon, tu l'as peut-être pas beaucoup côtoyé, mais quand même. Le hockey féminin, est-ce que tu le regardes beaucoup? Quelle est ta perception là, du hockey présentement? Du hockey féminin, ben écoute, le sport évolue beaucoup. J'ai l'impression que leurs habiletés, puis un peu comme les garçons, je te dirais que leur préparation est de loin meilleure de ce qu'elle était dans le passé. Je pense qu'ils ont accès à beaucoup plus de possibilités maintenant. Est-ce qu'on est rendu égaux? Absolument pas. Il faut qu'on travaille pour atteindre cette égalité-là. Par contre, il y a d'excellents joueurs. C'est toujours dans la perception. Okay? Quand tu regardes un match de hockey de la Ligue nationale, si le spectateur X, lui, s'attend à du jeu robuste, puis des mises en échec, puis il y en a dans ce match-là, puis le pointage final est 6-5. Il y a eu 11 buts, il y a eu des mises en échec, bonus 2-3 batailles. Lui, ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait comme satisfaction en regardant un match de Ligue nationale, il est comblé. Donc, lui, il va regarder un autre match. Par contre, si ce même spectateur-là regarde un match des Olympiques en équipe Canada féminine contre l'équipe des États-Unis, même si le jeu est extraordinaire, il ne sera pas comblé. Donc, c'est la perception. Lorsque tu regardes les équipes féminines jouer une contre l'autre, et puis, pour moi, d'avoir une appréciation de leur qualité sur la glace, je comprends à quel point ils ont dû travailler fort pour établir ce rythme de jeu-là. Je trouve que leur façon de jouer est différente, mais qui est très créative. Ils ont des habiletés sur la glace qui sont très impressionnantes. Donc, mes attentes, c'est évidemment, lorsque je regarde un match de Ligue nationale, je regarde un match de hockey féminin, sont différentes. Si C'est pas la même chose. Exactement, c'est le même sport, mais qui est pratiqué différemment. Donc, lorsqu'on comprend ce principe-là, on comprend que les attentes sont différentes, donc nos yeux sont portés à regarder des choses qui sont différentes, donc notre appréciation va être différente. Lorsque je regarde un match de hockey féminin, je regarde comment ils bougent la rondelle, je regarde comment ils patinent avec la rondelle, évidemment, mais je regarde aussi les jeux, je regarde leur langage corporel sur la patinoire, comment ils interagissent avec chacune d'entre elles. Leur réaction face à un but pour, face à un but contre, c'est différent, mais c'est très intriguant pour moi parce que ils font des choses qu'on peut utiliser que je peux utiliser moi dans mon milieu. Je peux apprendre beaucoup d'eux. Donc, pour moi, le hockey féminin est dans une belle ascension, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un vase communicant, puis effectivement, on peut apprendre un de l'autre. Puis, tu sais, on parle d'hockey féminin et masculin, mais on fait juste regarder si tu es dans l'Est versus dans l'Ouest, le style de jeu. Si tu as une équipe plus de robustesse versus une équipe qui est plus de vitesse. Avant de passer au segment La Sacoche Bleue, est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais mettre en lumière? Tu sais, une femme d'hockey que tu dis, bon, elle mériterait qu'on la mette en lumière aujourd'hui. Écoute, on a parlé de ma mère. Je te dirais, ma mère, c'est la personne la femme qui a eu la plus grande influence dans ma vie de joueur de hockey. Il y a plusieurs personnes qui ont fait leur marque dans le monde du hockey. Je pense à Chantal Maccabé, qui est un phénomène extraordinaire dans le milieu du hockey. Elle a commencé dans un temps où c'était vraiment pas normal pour une femme d'être dans ce milieu-là. Et puis, elle a duré toutes ces années, elle est encore là. Et puis, elle a fait un boulot extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Mais les gens que je connais très bien, je te dirais, ma mère a eu un impact majeur dans ma vie. C'est des gens qui sont dans l'ombre. Puis, je te dirais, ma conjointe, mais plus que ça, les conjointes de coach, le sacrifice qu'ils doivent faire. Je parlais avec ma fille hier, juste une petite histoire en passant. Puis, elle me disait, elle a fait de la gymnastique. Puis, une de ses amies
une de ses amies lui a dit « Hey, tu sais quoi, mon papa s'en va pour 2 jours pour le travail, ça va être difficile, je ne sais pas comment je vais faire. Puis ma fille de 9 ans, qui va avoir 10 ans bientôt, comme tu disais, dit Ah Hein? non, évidemment, de quoi tu parles? Moi, il est toujours à la maison présentement, là, je ne sais plus quoi faire. Ouais, mais de quoi tu parles? Des fois, il part 14, 15, 16 jours, puis là, il revient pour 2 jours. Puis là, la première affaire que je sais, c'est qu'il repart pour un autre 5, 6. Ouais. Donc, ça, c'est une réalité pour les enfants, mais pour les conjoints aussi qui ont des jeunes enfants. Là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie dans le monde du hockey, mais les jeunes aspirants qui ont de la misère à arriver, qui passent leurs heures de temps libre à l'aréna parce qu'ils ont un rêve ou ils sont juste passionnés par le hockey, mais ces conjoints-là, ces conjoints-là doivent également se sacrifier. C'est pas le rêve de ma femme là, d'être dans la Ligue nationale puis de vivre à Winnipeg lorsque ça a commencé. Sauf qu'elle a embarqué dans tout ça et puis elle a dit « OK, ça va devenir notre rêve, ça va devenir notre façon de vivre. » Et puis sans ces gens-là, au bout de la ligne, tu ne fais rien tout seul, tu n'accomplis rien tout seul. Tu parlais des honneurs que j'avais eus un peu plus tôt. C'est mon nom qui est sur le trophée, mais ça s'est fait en équipe, ça s'est fait avec un travail d'équipe, ça s'est fait avec des joueurs qui ont décidé d'embarquer, des joueurs qu'on avait bien repêchés, donc des dépisteurs de la trempe de Yannick Lemay que j'ai eu au Cap-Breton qui travaille maintenant avec nous, avec les Jets. Ça fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui, mais dans tout ça, l'influence de mes parents, de ma mère, de mon père, et aujourd'hui d'avoir le support et de pouvoir dire que j'ai un enfant puis que je suis un père de famille sans la présence de ma conjointe, ce serait impossible. Donc, je pourrais te parler plus longuement de Chantal Maccabé, de Hayley Wickenheiser, de Manon Réaume ou même d'Isabelle Etier. Mais au bout de la ligne, je peux juste te parler de ce que je connais. Puis ce que je connais, c'est que les femmes qui fréquentent, qui sont mariées à un homme de hockey, ou les hommes qui fréquentent et qui sont mariés à une femme de hockey, ils vont faire des sacrifices importants. Puis c'est ces gens-là que je veux saluer. Bien, c'est tout ça, femme d'hockey, dans le fond. C'est cette espèce de besoin de mettre en lumière, justement, de vous entendre, de le dire, puis de prendre le temps de révéler au grand jour la part des femmes. Tu sais, tu parles de ta mère, moi, je parle de ma mère, on parle, tu sais, de toutes les sœurs, les tantes, les grands-mamans, les conjointes. Puis bon, on peut le mettre des deux côtés, comme tu dis, que tu sois un joueur ou une joueuse. Ça a un impact, c'est une histoire de famille, tu sais. C'est ton environnement, ça a tout un impact dans tout, là. Tout est en tout. Quand tu rouvres la porte de la maison, que tu reviens à la maison, que tu as gagné un match, que tu as perdu un match, que tu sois dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, dans le junior ou dans le bantam, lorsque tu rouvres la porte, tu deviens le père, le mari, le conjoint. Tu n'es plus le coach. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre, Isabelle, parce que j'amenais cette... Écoute, c'était pas drôle là, au début. Là, perdre un match, ça pourrait durer quelques jours. Donc, c'était pas drôle d'être dans mon environnement. Puis j'ai appris, puis ma conjointe m'a beaucoup aidé. Évidemment, les gens avec qui j'ai travaillé, mais c'est inacceptable de perdre un match de hockey. Donc, je traînais cette mentalité-là. Mais lorsque tu reviens à la maison, puis, OK, si ma conjointe sait qu'on vient de perdre et puis que ça va être plate dans la maison pendant 2 jours parce qu'ils ont perdu un match, ça ne peut pas durer. Donc, il y a eu un grand travail qui a été fait. Mais je suis encore un mauvais perdant, sauf que je suis capable de comprendre que lorsque j'arrive à la maison, je suis un père et je suis un conjoint. Puis ça, c'est important parce que c'est aussi de réaliser que ces gens-là, dans nos vies, font un travail, font des sacrifices importants. Donc, de leur donner le mieux qu'on peut lorsqu'on passe la porte de la maison. Ta conjointe aussi, elle a son travail, elle a son métier. Exactement. Elle aussi, elle a sa mauvaise journée. Puis bon, ça serait un bon sujet de discussion, là, justement, là, quand les hommes d'affaires ou les coachs arrivent à la maison puis deviennent coachs. Là. Avec ton enfant, fait que c'est pas la même chose. On en reviendra. Fait que on va rentrer dans la sacoche bleue. Bon, tu nous as raconté plusieurs anecdotes déjà, mais je te donne encore un autre espace. Est-ce que tu en as une, là, bon, sous tes airs très calmes et confiants? Je sais que tu as aussi un petit côté tannant. Tu es quand même quelqu'un qui aime avoir du plaisir.
Écoute, j'en ai plusieurs, là, mais je vais retourner à ma mère. OK. C'était, je jouais junior majeur pour Verdun. On est dans les séries éliminatoires. Je ne me rappelle pas si c'était en demi-finale ou en finale pour la Coupe du Président. Et puis, on a eu plusieurs blessés. Et puis, à un moment donné, Bob, il me dit, y a-tu un attaquant ici qui peut jouer à défense? J'ai dit, je vais y aller, moi, à défense, pendant OK. un match. Je joue à défense, je reçois la rondelle à la ligne bleue en zone offensive, puis j'essaie de prendre un tir frappé pour le filet, pour lancer au filet, mais je manque mon lancer. La rondelle est comme sur le talon de ma palette. Je manque totalement mon lancer. C'est un lancer super faible qui a de la misère à se rendre au filet. Et puis ma mère, qui était assise dans les estrades, était toujours dans le même coin, était assise avec, avec des gens peu recommandables. OK? Je vais dire ça comme ça. Des gens où, je te dis, qui adorent faire beaucoup de motos puis qui OK. portent des vestes de cuir pour aller au match de hockey. Mais c'était des bons partisans du Collège français de Verdun à l'époque. Puis ma mère était assise avec eux autres parce qu'elle s'en foutait un peu puis elle était là pour supporter son équipe et surtout son gars. Mais depuis que j'étais petit, à chacun de nos matchs, elle amenait sa cloche. Je ne sais pas si tu Oui, te oui, rappelles. oui, 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 je me rappelle la cloche. En J'avais le fait, droit des fois d'apprendre. elle en avait ah oui, elle en avait plusieurs cloches, mais là, elle en avait une grosse. Puis lorsque j'ai pris mon lancer frappé, que j'ai complètement raté, là, Ça s'est mis à les crier. jeunes hommes-là ont commencé à me crier des bêtises. Vincent, qu'est-ce que tu fais sur la glace? Tu n'es pas capable de lancer au filet, mais dans un français qui est un peu différent de tout ça, mais avec des mots un peu plus colorés. Puis à un moment donné, ma mère s'est tannée, puis elle s'est retournée, puis il était une bonne gang. Là. Puis elle a dit, vous voyez le gourlot dans ma cloche? Si vous n'arrêtez pas de chialer contre lui, c'est vos gourlots que je vais faire sonner. Puis Donc, je te crois et je l'entends le dire. Et je suis sûre que les gars, ils ont comme. écoute, non, non. Mieux que ça. Ils sont partis à rire. Ben, c'était des motards. Écoute, c'était des vrais motards. Puis là, ils sont partis à rire. Puis ils l'ont comme adopté. C'était comme rendu leur chum. Fait que là, quand ils venaient au match après ça, ils s'assoyaient avec ma mère. Puis ils se parlaient. Puis là, eux autres, ils avaient du fun ensemble. Écoute, c'était extraordinaire. On l'aime, puis c'est ça. Ben, c'est ça, une mère, hein? Une hockey mom, une maman d'aréna, puis ben, je vois tellement Mme Vincent. Il n'était pas question qu'on touche à ces gars. Puis ces petits gars, c'était, oui, vous autres les gars, mais c'était tous ces joueurs. Oui, absolument. Dernier point, bon, on est en période, on le sait que c'est important d'encourager l'économie locale. Bon, souvent, on va parler, dites-nous, proposez-nous un produit québécois ou de ta région. Est-ce que tu veux nous mettre en valeur un beau produit ou un service pour aider les gens, nos entrepreneurs d'ici? Ben, écoute, ça, tu m'en avais parlé d'avance, puis j'ai longuement pensé, puis j'ai fait quelques recherches. Puis au bout de la ligne, je pourrais te parler de plusieurs choses. Je pourrais te parler de plusieurs fondations. Il y a l'hôpital Sainte-Justine qui est proche de mon cœur. Je pourrais te parler du garage de mon frère, à l'image Oui! à Laval, qui font un travail extraordinaire. Allez le voir. Très bon service. Excellent service. Mais de ce qu'on vit présentement, puis ma conjointe qui travaille dans le milieu hospitalier, je veux te parler des gens qui sont en première ligne, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ma belle-sœur, elle travaille dans un CHSLD. Puis j'entends les histoires. Ma conjointe ici, elle a un poste relativement important, puis elle fait partie du groupe de gens qui doivent monitor le virus. Et puis les histoires que j'entends, puis d'autres histoires que j'entends de gens qui ne croient pas nécessairement au masque. Ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est que si tu veux parler de hockey, viens me voir, on va en parler. Parce que moi, je suis un spécialiste dans le hockey. C'est ça que je fais. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai joué au hockey toute ma vie. Par contre, si tu veux parler de mécanique, va parler à mon frère. Okay? Lui, il a un garage, puis il est super bon là-dedans, puis il y a des mécaniciens qui sont spécialisés. Lorsqu'on parle de virus et lorsqu'on parle de traitement, et lorsqu'on parle de façon de faire pour vivre avec une pandémie, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute les spécialistes. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est pour ces gens-là, parce que j'entends des histoires, le virus, il rentre dans un édifice,
hospitalier. Et puis là, c'est pas juste les patients qui en souffrent, c'est le staff, c'est les médecins. Et puis là, il manque de staff. Ce que je vous dirais, c'est que tu y crois ou que tu y crois pas, porte un masque. C'est ça que les spécialistes nous disent. Porte un masque. Lave tes mains, reste à la maison. Si tu es malade, va pas travailler. Garde ton 2 mètres, 6 pieds de distance et puis sors à l'extérieur pour le moment, juste quand tu peux. C'est ça que les spécialistes nous disent, Isabelle. On a juste à le faire. Tu sais, quand ça va mal dans une game de hockey, là, tu sais, quand tu perds 2-0 après 2 périodes, là c'est pas le temps de réinventer la game. C'est pas le temps de sortir un jeu qui va changer tout. Puis c'est certainement pas le temps aux individus à l'intérieur de l'équipe, donc les joueurs, de commencer à faire des jeux secrets qu'eux autres ont pratiqués dans leur cours quand ils étaient petits. Là, c'est le temps de se regrouper puis de jouer en équipe parce que c'est la seule façon qu'on va se donner pour gagner ce match-là, de jouer en équipe. Comme société, on a l'occasion de jouer en équipe, là. Et puis, je veux aider ces gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, qui donnent les soins aux malades, parce que ces gens-là sont débordés, puis là, ça fait longtemps. Là, ça fait longtemps qu'ils travaillent fort, puis qu'ils font des heures de fou, puis qu'ils risquent leur vie aux autres mêmes. Donc, il faut qu'on travaille en équipe. Ben, je suis d'accord avec toi. Travaillons en équipe. Sur ces belles paroles, Pascal, merci d'être venu nous visiter à Femmes d'Hockey, de t'être ouvert, de nous avoir parlé aussi avec ton cœur. Tu sais, tu es un homme réfléchi, en contrôle. Je pense que on espère un jour te retrouver justement aux Olympiques. On sera avec toi, derrière toi, pour ce beau défi. Merci beaucoup, Pascal. Merci de m'avoir invité.